Voilà. On va commencer, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous installer pour essayer de ne pas prendre trop de retard. Alors, les pouvoirs. Je vais commencer. Martine Sosso qui donne pouvoir à Arnaud Bouger. Joseph-Marie Alétru donne pouvoir à Magali Groslo. Joseph Marquis donne pouvoir à Joël Puteaux. Éric Pello donne pouvoir à Éric Sautreau. Martine Joly donne pouvoir à Bruno Fabre. Celui-ci, je l'avais déjà. Denis Lesage donne pouvoir à Dominique Bonin. Fabienne Parpaillon à François Eudevin. À Yveline, à Arnaud Charpentier qui arrivera en retard. Il vient de m'envoyer un message, il arrivera à 18h30. Pardon. 18h45, oui, c'est exact, merci. Voilà, pour les pouvoirs, un secrétaire de séance, je vous propose Philippe Berger ou Joseph-Marie Alétru. Philippe, oui, bon, Monsieur Berger. En secrétaire de séance, et donc nous allons pouvoir ouvrir ce conseil communautaire. Alors la première chose, y a-t-il des observations sur le procès-verbal du conseil communautaire du 18 février 2021 ? Pas d'observation? Très bien, je vous remercie. Ensuite, des observations sur les présentations que vous avez eues de délibérations qui ont été prises d'une part par le bureau communautaire et d'autre part prises par moi. Y a-t-il des observations? Très bien, je vous remercie. On rentre donc dans le vif du sujet. Et nous accueillons donc pour nous présenter, entre autres, cette première délibération, donc M. Fuentes, directeur départemental des finances publiques. Il est accompagné de M. Baye, qui est son adjoint, de M. Bécaud, qui est notre nouveau trésorier sur Luçon, de M. Dermy, de M. Manceau, qui sont responsables de la stratégie relations usagers. L'objet de l'échange que nous allons avoir pendant petite demi-heure maximum, on verra ça ensemble selon vos questions. Vous le savez, vous l'avez lu, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a engagé une démarche qui vise à renforcer la présence de la Direction générale des finances publiques dans les territoires. L'idée, c'est d'augmenter les points de contact avec les usagers et puis d'améliorer les prestations auprès des collectivités locales. Du coup, les engagements de la Direction départementale des finances publiques, elle est formalisée au sein d'une charte qui va être mise en place pour ce nouveau réseau de proximité à l'échelle 2022. Alors, ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous parler le mieux de la charte, bien sûr. Et donc, je vais passer la parole à M. Fuentes, qui va voilà, vous détailler. Et on va faire un échange, évidemment, avec vous au cours de cette petite demi-heure. Je vous en prie, M. Fuentes. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, donc en 2019, le nouveau réseau de proximité a été lancé par le ministre. Alors donc, cette réforme répond à deux objectifs. Le premier, c'est d'accroître significativement le nombre de points d'accueil de proximité dans les services de la DGFiP dans les territoires. Ainsi, en Vendée, nous allons passer d'ici fin 2022 de 19 à 30 communes dans lesquelles la DGFiP sera présente. Il s'agit également d'implanter auprès des communautés de communes, donc ça va être le cas ici, des cadres de la direction des finances publiques entièrement dédiés à la mission de conseil aux collectivités locales. On les appellera conseillers aux décideurs locaux. Le troisième objectif, c'est de créer des services de gestion comptable afin d'assurer l'exécution des dépenses et des recettes des collectivités locales et la tenue de la comptabilité. Donc, après une large concertation avec les élus et l'association des maires qui a été menée en 2019 et 2020, nous avons trouvé des points d'accord qui nous ont permis plusieurs avancées significatives. Le premier, c'est la signature en février 2020 d'une charte départementale avec la présidente de l'association des maires de Vendée, le président du conseil départemental et le préfet. Donc ça, c'est une charte cadre pour tout le département. Et ensuite, au sein de chaque EPCI que nous sommes allés rencontrer, nous avons à ce jour, sur 19
établissements publics de coopération intercommunale, signé 13 chartes. Aujourd'hui, c'est la 14e charte. Et nous allons continuer avec toutes les communautés de communes et communautés d'agglos de Vendée. Donc, fin 2021, nous aurons achevé ce tour. Alors, en ce qui concerne la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, je suis venu à votre rencontre à plusieurs reprises, et notamment en décembre 2019, car nous avons exposé un certain nombre de points de détail, parce que cette charte, comme vous le verrez, elle comporte des engagements de notre part, et elle comporte également un comité d'évaluation que je vous proposerai de réunir, Madame la Présidente, peut-être dans 1 an ou 1 an et demi, dans cette configuration, pour que nous puissions rendre compte aux élus et puis échanger sur le nombre de permanences que nous avons tenues, voilà, échanger vraiment au sein du territoire et non pas du chef-lieu vers le territoire. Voilà. Alors, la charte que nous allons signer tout à l'heure prévoit plusieurs choses. Premièrement, la création au 1er janvier 2022 du service de gestion comptable de Luçon, que je vous propose, avec votre autorisation, de rebaptiser service de gestion comptable Sud-Vendée Littoral, puisque vous êtes propriétaire du nom. Et aujourd'hui, la trésorerie s'appelle trésorerie de Luçon, mais comme le service de gestion comptable va couvrir le périmètre de toutes les communes de la communauté de communes, c'est normal qu'on mette en adéquation le nom du service de gestion comptable et le nom de la communauté de communes. Donc, nous transférons au 1er janvier 2022 l'activité des trésoreries de Saint-Hermine et de Chaillé-les-Marais, soit 5 emplois. Et je créerai au 1er septembre prochain, donc dans quelques mois, un second emploi de cadre A pour que le chef du service de gestion comptable ait 2 adjoints, parce qu'aujourd'hui, l'équipe est de 10 personnes, elle passera à 16 personnes. Voilà. Donc, ce service assurera la gestion financière et comptable de l'ensemble des communes de la communauté de communes, donc 48 communes, mais il y aura aussi 10 EHPAD, et tout cela rassemblera 237 budgets pour près de 55 000 habitants. Voilà, donc on est sur une masse quand même très importante. Alors, dès le 1er septembre 2021, donc ça c'est au 1er janvier 2022, mais en anticipation, au 1er septembre 2021, je vais installer un conseiller aux décideurs locaux pour toutes les communes et pour le PCI. Donc, on sait qui c'est, il sera nommé. Quand il sera nommé, il viendra à votre rencontre. Et donc, son rôle, ça sera d'être au service de tous les maires et présidents de PCI, donc il fera le tour, il viendra tous vous rencontrer, pour assurer diverses missions. Aide à la préparation des budgets, si vous êtes demandeur, conseil en matière de fiscalité directe locale, taux, évolution des bases, par exemple, aide au montage de projets, fiscalité commerciale, analyse financière et plus généralement un soutien en matière réglementaire et comptable. Parce que la direction des finances publiques, comme vous le savez, elle a un certain nombre de métiers, mais tous les métiers fiscaux, que ce soit la TVA, l'impôt sur les sociétés, la fiscalité immobilière, patrimoniale, etc. Et on a tous les métiers de la gestion publique. Donc voilà, tous ces métiers, on souhaite qu'il y ait des interlocuteurs uniques au niveau des EPCI, mais qui ont derrière eux tous les services de la DGFiP qui sont experts chacun pour le métier qui le concerne. Alors, le chef, le responsable du service de gestion comptable, il est là, c'est M. Bécaud. Voilà, si vous voulez vous lever, M. Bécaud, comme ça vous allez... Voilà. Donc, il est arrivé le 15 mars. Hein, voilà. Il assure actuellement la gestion de la trésorerie de Chantonnay, mais à partir du 1er mai, il n'assurera que la gestion de la trésorerie de Luçon et il créera le service de gestion comptable. Donc, c'est un Vendéen, il a une expérience, il nous a assuré aussi la gestion de la trésorerie de Montaigu, donc il va s'installer pour la durée. Là, voilà. Bon, donc M. Bécaud viendra vous rencontrer, c'était l'occasion de le rencontrer. Voilà. Et donc, au 1er septembre, rejoindra une autre personne qui arrivera dans le rôle de conseiller. Voilà. L'objectif, c'est que vous ayez au service de gestion comptable des gens bien identifiés. Donc la mission de M. Bécaud, ça sera d'organiser le service de gestion comptable et de ne pas avoir un ensemble de 15 à 16 personnes qui font tout et tout le monde s'occupe de tout. Non, d'avoir aussi des interlocuteurs dédiés. Donc il va mettre en place une organisation. Il verra donc avec les élus et avec les directeurs des services comment s'organiser au mieux. Voilà. Donc là, c'est un travail de terrain et je lui confie cette responsabilité qu'il assumera. Alors, on va parler aussi de l'accueil des usagers. Je vais passer tout à l'heure la parole à M. Dermy parce que
la préoccupation que nous avions et qu'avaient tous les élus, c'était également de maintenir et de développer l'accueil des usagers dans les meilleures conditions. Donc, il continuera d'être assuré au Centre des finances publiques de Luçon, voilà. Et M. Dermy vous présentera tout à l'heure ce que nous allons développer. Je voudrais ajouter un autre élément, le réseau des buralistes, qui assure depuis fin juillet 2020 le paiement de proximité en numéraire aux cartes bancaires. Donc, vous le savez, il y a eu encore des articles dans la presse récemment, et ça, c'est au plan national. Les usagers, depuis fin juillet, peuvent régler chez les buralistes agréés. Donc, c'est une liste de buralistes qui ont suivi une formation, avec lesquels il y a une charte avec la Fédération des buralistes, etc. Ils peuvent encaisser par carte bancaire ou en numéraire jusqu'à 300 € les factures émises par les collectivités locales, mais aussi les impôts et les amendes. C'est-à-dire que les collectivités locales, lorsqu'elles émettent les titres de recettes, doivent avoir sur leur titre un flash code. Et lorsque l'usager se déplace dans un bureau de tabac pour régler sa facture, c'est transparent, c'est-à-dire que le buraliste, il passe sa douchette, il demande simplement la somme, et ça s'arrête là. Il ne sait pas ce que paye l'usager, etc. Donc ça se développe beaucoup en Vendée, puisqu'on a plusieurs milliers d'opérations. Alors ici, dans l'établissement public de coopération intercommunale, ce sont aujourd'hui 14 buralistes qui sont agréés et qui couvrent les besoins des habitants. Ça va continuer à se développer au fur et à mesure qu'il y en a qui vont entrer dans le système. Et donc, nous passons de 3 à 14 points d'encaissement avec des amplitudes horaires plus grandes. Je vais maintenant passer la parole à M. Dermy pour ce qui concerne l'accueil des usagers. Ça va comme ça ? Bonsoir à toutes et à tous. Je vais préciser effectivement les propos du directeur sur la partie accueil, donc ce que concerne la convention qui vous est aujourd'hui soumise en matière d'accueil des usagers, puisque l'un des enjeux de la réforme du nouveau réseau des finances publiques, c'est de garantir encore un accueil de proximité avec les usagers, notamment ceux qui sont encore éloignés du numérique, notamment, et ça vous concerne en particulier sur le territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. L'objectif, c'est de garantir toujours un accueil de proximité pour tous les usagers sur les communes qui sont aujourd'hui couvertes par le réseau des finances publiques, Saint-Hermine, Chaillé et Luçon. À Luçon, le directeur l'a dit, il y aura un accueil qui s'effectuera dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec des services qui seront maintenus de toute façon. À Chaillé et Saint-Hermine, on va s'inscrire dans le réseau France Service, réseau des MSAP France Service, duquel on est partenaire depuis déjà plusieurs années. On est des partenaires du socle. La DGFiP est partenaire du socle, donc d'office présent dans chaque France Service. Et notre objectif, c'est de renforcer notre présence sous une forme un peu atypique par rapport aux autres partenaires du réseau France Service, puisqu'on ne se contente pas de former les animateurs France Service, on se déploiera par le biais de permanences très régulières. Donc sur chacune des communes citées, donc Chaillé et Saint-Hermine, on sera présent 3 demi-journées par semaine pour assurer l'accueil des usagers, avec ou sans rendez-vous, sur toutes leurs thématiques. Aujourd'hui, et sans stigmatiser le travail des trésoreries, les trésoreries sont compétentes sur le recouvrement de l'impôt ou le paiement des produits locaux, des factures locales. C'est principalement leur domaine d'activité. Par contre, si les usagers ont des questions qui traitent de l'assiette de l'impôt, le calcul de leur impôt sur le revenu, taxe d'habitation pour ceux qui la payent encore, ou taxe foncière, c'est plutôt vers le CIP de Luçon qui vont être retournés en majorité. Demain, l'objectif, c'est que les agents qui interviendront dans les permanences France Service, à Chaillé et à Saint-Hermine, pourront répondre sur toutes les thématiques qui intéressent les usagers, pour garantir aux usagers qu'ils pourront avoir un interlocuteur à proximité de chez eux, sans être obligés de se déplacer à Luçon pour ceux qui le sont aujourd'hui contraints. Ça, c'est l'objectif. Ça va se mettre en œuvre, comme l'expliquait M. Fuentes, dès le 4e trimestre 2021, premier trimestre 2022, pour qu'il y ait une continuité aussi de service vis-à-vis des usagers. Dès le moment où les trésoreries vont regrouper leur activité de gestion à Luçon, il y aura une présence significative et réelle des agents de la DDFiP dans les France Services de Chaillé et à la MSAP de Saint-Hermine pour le moment. Voilà, ça c'est notre objectif. C'est ce qui est prévu donc au niveau local et c'est ce qu'on fait aussi à l'échelle de tout le département. C'est une présence forte et significative dès le début, vraiment pour commencer à identifier pour les usagers le fait que les espaces France Service, c'est le nouveau point de contact de la DGFiP. C'est quelque chose là encore d'assez atypique par rapport aux autres partenaires qui reçoivent exclusivement sur rendez-vous. Nous, l'optique du directeur, c'est vraiment de dire on est présent tout le temps, avec ou sans rendez-vous, et quelle que soit la fréquentation. On sait par exemple qu'à Chaillé,
il y a une fréquentation qui est un peu en retrait, on est autour de 3-4 usagers par jour. Il n'y aurait pas forcément de quoi légitimer la présence d'un agent 3 fois par semaine. Néanmoins, l'objectif, c'est de permettre aux agents qui le souhaitent et qui n'ont pas forcément une seule journée disponible dans la semaine, de pouvoir avoir quelqu'un pour répondre à toutes leurs questions. Voilà. Comme le disait M. Fuentes, c'est un dispositif qui sera aménagé aussi au fil de l'eau. Il y aura un bilan qui sera effectué par le comité de suivi que M. Fuentes évoquait au bout d'un an pour ajuster le dispositif aux besoins des usagers, à la hausse comme à la baisse, mais avec toujours l'objectif de garantir une présence réelle et significative pour tous les usagers. Et bien sûr, on s'inscrira aussi dans le schéma d'itinérance qui est porté par la France Service de Chaillé-les-Marais, dont je sais qu'elle assure aussi des présences sur 3 autres communes de la communauté de communes. Il me semble qu'il doit y avoir la Caillère, alors je les ai notés quelque part, la Caillère, Saint-Michel-en-Lerme, justement, et Mareuil-sur-Lay. Donc, bien sûr, nos agents qui seront présents à Chaillé s'inscriront aussi dans l'itinérance portée par la France Service de Chaillé pour couvrir le maximum de territoire possible au sein de la communauté de communes. Voilà. Si vous voulez des précisions ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des... Oui, Monsieur Kubrick. Au travers des 3 trésoreries que vous avez indiquées, nous dépendons d'une trésorerie qui n'est pas de celle-ci, nous dépendons de Moutier-les-Mauffais. Et on nous a dit que nous partions soit au Sable d'Olonne, soit à La Roche-Orient. Donc, dans la Comcom, toutes les communes ne seront pas centralisées à Luçon, si j'ai bien compris. Alors, effectivement, monsieur le maire, nous allons mettre en adéquation le périmètre. C'est-à-dire, on a La Faute-sur-Mer et Moutier, et La Tranche qui sont à Moutier. Et l'année prochaine, vous serez rattaché à Luçon. Et inversement, on a des communes qui sont aujourd'hui gérées par Luçon et qui sont dans la communauté de communes du pays de Fontenay. On va les rattacher à Fontenay. Donc, on va les mettre en adéquation. Merci. Il y a d'autres questions? Non, tout est clair? Pas de problème? Est-ce que vous aviez autre chose à dire? Non, rendez-vous pour l'évaluation. D'accord, ça on verra. Et autrement, dans ces cas-là, on va signer la charte. Donc, j'ai tout de même posé la question. Donc, je mets donc à vous voir. Je vous propose d'approuver les termes de la charte que vient de nous présenter M. Fuentes, relative au nouveau réseau de proximité des finances publiques sur le territoire de la communauté de communes suivant électorale, et donc de m'autoriser à signer tout de suite cette charte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, très bien, je vous remercie. On va donc signer. Moi, je voulais juste ajouter que on a eu de nombreux échanges. On a travaillé sur cette charte. Alors, vous êtes venus à notre rencontre différentes fois. On l'a travaillé aussi au niveau de l'Assemblée des maires. Faire une réforme, quand elle touche à un service de proximité, c'est toujours excessivement difficile. Et le fait que nous ayons des échanges réguliers, que vous ayez été à notre écoute, très sincèrement, je le dis comme je le pense, ça a certainement d'abord modifié certains termes de la charte. On a réussi à l'amender sur certaines choses, et puis à faciliter aussi son approbation par, jusqu'à présent, l'ensemble des collectivités ou des comités de communes sur lesquels ça a été signé. Donc je tenais à vous le préciser, parce que c'était important d'avoir cette relation de proximité qu'on a pu établir et sur lequel ça nous a permis de vous poser les bonnes questions. Et je sais qu'on a réussi à rajouter 1 ou 2 sites. Enfin, voilà, on a vraiment travaillé en confiance, et c'était pour nous excessivement important. Je tenais à vous le dire. Merci beaucoup. Et la charte. Alors, soit vous avez un crayon. Oui, c'est bon. Je prends celui-là, mon crayon. Oui, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Changer. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, merci de votre présence, merci de votre présentation. Et puis, voilà. Donc cette charte
est maintenant signée, donc voilà, ça va devenir opérationnel dans les mois à venir. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs pour votre confiance. Et donc, rendez-vous dans, Ouais, tout à fait. un an et demi, enfin quand on aura mis en place les permanences pour une évaluation. Et voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup. Voilà, on reprend un petit peu de place. Alors, on va continuer le cours de notre conseil communautaire avec le point numéro 2 qui concerne la charte de gouvernance entre communes et communautés de communes. Vous le savez, vous l'avez lu, la loi d'engagement et proximité qui a instauré le principe du pacte de gouvernance au sein des intercommunalités. On le précise, c'est un acte qui était facultatif. On avait obligation d'inscrire à l'ordre du jour un débat sur l'opportunité de rédiger un pacte de gouvernance. On l'a fait dès la première ou deuxième conseil communautaire, puisqu'on l'a fait lors du conseil communautaire du 30 juillet dernier, enfin 2020. Il vous est rappelé dans la note les ambitions de la charte de gouvernance, avec donc voilà les conditions. Et puis vous aviez en annexe le document dans son intégralité. Nous, on a choisi d'en faire un, même si en effet c'était quelque chose de facultatif, parce que ça nous semblait important de poser les conditions dans lesquelles le travail allait être opéré, la relation allait être opérée entre les communes et la communauté de communes. Je ne vais pas vous lire tout le document, sauf si vraiment vous y tenez, mais je n'en suis pas certaine. Par contre, je vais vous demander si ceux qui l'ont lu ont déjà des observations, en sachant que ce document va donc le transmettre aux communes qui elles-mêmes devront nous donner alors un avis sur cette charte de gouvernance. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur un vote, on est vraiment sur un premier acte du projet de charte de gouvernance qui sera ensuite transmis aux communes membres et ça reviendra chez nous ensuite. Est-ce qu'il y avait des observations déjà ou des questions? Non? Dans ces cas-là, je vous demande de prendre acte du projet de charte de gouvernance tel que vous l'aviez en annexe. Et puis, du coup, on va donc le transmettre aux communes membres pour avis. Ainsi, la charte sera définitivement adoptée après avis des communes et délibération d'approbation du conseil communautaire quand on aura eu les retours. Voilà, pas d'opposition, comme ça. Je vous remercie et on passe au point suivant qui est donc, alors qui se décompose en deux volets, puisqu'on va parler de la compétence mobilité et en même temps, on parlera aussi de la mise à jour de nos statuts, puisque in facto, évidemment, il faudra les inclure. René, vous voulez prendre un peu la parole avant ou je... Cette proposition de prise de compétence, elle a été l'objet de beaucoup d'heures de travail, de la part bien sûr du bureau, mais aussi du COPIL, des COTEC, des réunions avec les maires concernés de la Tranche et de Luçon, avec les bassins d'emploi. Et je voudrais, par mes propos, remercier les services de la communauté de communes. Je voudrais dire Madame Sandrine,
j'aurais dire aussi monsieur Lematour et madame Coirier. C'est une charte qui a fait l'objet d'énormément de discussions. C'est une charte qu'il faut absolument prendre, c'est mon avis. Maintenant, ça sera le conseil communautaire qui décidera. Cette charte nous engage, bien sûr, puisque vous savez que la mobilité, c'est pas uniquement le petit vélo et puis et la marche, c'est aussi le train. Vous savez qu'en ce moment, il y a eu des demandes pour que des arrêts nouveaux soient organisés sur notre communauté de communes. Je prendrai l'Allier, par exemple. Pour le moment, on ne va pas dire que c'est en bonne voie, mais c'est pas en mauvaise voie non plus, puisque la réponse, on l'attend. Hein. Donc c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous savez que cette mobilité, elle a aussi un but, c'est bien sûr de consommer moins de CO2. Et ça va dans le sens de ce qu'on nous demande, c'est-à-dire l'environnement, préserver l'environnement. Il ne faut pas avoir peur, bien sûr. Une mobilité, derrière, il y a des coûts, mais il y a aussi des recettes. On peut avoir des recettes. Donc tout ça, ça sera débattu dans des commissions, ça sera développé. Donc moi, j'invite fortement le conseil communautaire à l'issue de la délibération qui va être lue par Madame la Présidente, de prendre la compétence mobilité. Il faut être acteur et non pas assis sur une chaise, parce que si on ne la prend pas, c'est le conseil général régional qui s'en occupera. Et là, on ne pourra absolument rien faire. Merci. Ok, merci René. Donc, en effet, c'est une délibération importante. Vous le savez, les transports constituent une préoccupation constante sur nos populations, particulièrement sur un territoire aussi large que le nôtre. On l'a beaucoup entendu quand on a travaillé sur notre projet de territoire, mais on l'entend encore beaucoup aussi quand on parle de notre SCOT. Les mobilités, ça nous concerne tous. Alors on parle des voitures, des vélos, du train, des mobilités solidaires, toute forme de mobilité, c'est au quotidien, on le sait très bien, c'est pour travailler, c'est pour aller chez le médecin, c'est pour le loisir, c'est pour la famille. La loi d'orientation des mobilités, elle vise à réformer en profondeur le cadre général des mobilités et surtout, elle vise à mettre en place une nouvelle gouvernance en matière de mobilité. La volonté, c'est de s'appuyer sur deux niveaux. La région, bien entendu, qui restera toujours le chef de file, avec sous forme de AOMR. Et puis, si on le choisit, donc les intercommunalités en AOM. Les intercommunalités, elles sont au quotidien auprès des populations. On en a tous besoin. On est des acteurs de proximité, donc c'est d'où l'intérêt d'aller vers cette compétence. Vous le savez, on vous l'avait dit à plusieurs reprises, on doit se prononcer pour le 31 mars. René Froment vous l'a précisé, ça a nécessité de nombreuses questions. C'est pas rien de prendre une nouvelle compétence. On ne l'a pas travaillé tout seul, on s'est fait accompagner d'un cabinet, on a travaillé aussi avec vous en conférence de maire, on a travaillé aussi avec le conseil de développement, de façon à ce que chacun se sente bien impliqué dans cette décision. Quel est le contenu de la compétence ? Vous l'aviez en descriptif sur la délibération. Elle permettrait à la communauté de communes de prendre la qualité d'AOM et de décider des services qu'elle souhaite organiser ou de les soutenir. Vous aviez la description des mobilités, de ce qui est compris, hein, les services réguliers, les services à la demande, les services transport scolaire, les services relatifs aux mobilités actives et contributive au développement des mobilités actives. Voilà, vous aviez donc quelques exemples de cités, de relatés dans la délibération. La région, elle restera toujours le chef de file. Il ne s'agit pas de remettre en cause ce qui fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas la volonté de cette loi, mais c'est bien aujourd'hui de prendre une compétence supplémentaire, d'aller vers des transports innovants, d'aller au plus proche de la population. Aujourd'hui, la région, elle assure, entre autres, le transport non urbain, elle assure les transports scolaires. C'est des choses sur lesquelles on ne revient pas, la région ne revient pas, et cette loi, on ne reprendra pas ce type de compétences, ou tout du moins, c'est ce qu'on va vous proposer. La région continuera donc à les exercer.
La communauté de communes, elle va intervenir pour mettre en place des complémentarités par rapport aux services qui sont opérés, plutôt en termes d'intérêt local, complémentaire à ce qui se fait au niveau de la région. On a quand même quelques particularités sur notre territoire, et je tiens à le préciser, qui sont sur la commune de La Tranche-sur-Mer avec le Funbus, qui sont sur la commune de Luçon avec la Luciole. Donc on a échangé, bien entendu, avec M. Kubrick et avec M. Bonin, concernant ces services, puisque obligatoirement, ils reviennent dans le giron des compétences portées par la communauté de communes. Alors après, je pense qu'ils vont souhaiter s'exprimer tous les deux sur les services, sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils envisagent et ce qu'ils souhaitent travailler avec la communauté de communes. Puisque aujourd'hui, on est sur une première phase qui est une prise de compétences. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase qui sera l'opérationnel et sur lesquelles, en effet, on aura peut-être des interventions souhaitées de communes qui ont un service eux-mêmes sur leur commune. Peut-être M. Kubrick, M. Bonin, vous voulez peut-être vous exprimer? Oui, donc, sur le principe et dans l'intérêt collectif, nous sommes favorables à voter pour cette résolution. Et on a demandé, comme Luçon, de pouvoir, d'une façon juridique, qu'on pourra qualifier comme on veut, puisque les avocats ont une qualification différente, mais la finalité est la même. Donc, c'est qu'on puisse toujours avoir, parce qu'on le vit au jour le jour, il y a toujours un tas de problèmes, et il faut qu'on puisse pouvoir intervenir. Donc, si on peut signer une convention qu'on appellera en fonction des avocats. Les avocats trouveront bien les solutions juridiques qu'il faut, comme d'habitude. Donc, nous, on n'a pas d'observation particulière. Et on comprend que l'intérêt collectif de la communauté de communes, c'est de pouvoir prendre la compétence et de pouvoir développer les transports au sein de la communauté de communes. Parce qu'il y a certaines communes qui ont peut-être des besoins qu'ils ne peuvent pas financer aujourd'hui et qui pourront l'être demain, grâce à la taxe que la Comcom encaissera. Voilà. Donc, grâce à nos services actuels, ça permet de faire profiter la Comcom d'un certain nombre de revenus futurs. Par contre, ce que j'avais dit lors de la réunion des maires, il faudra qu'on assure quand même une permanence et une continuité dans le temps du service. Parce qu'on envisageait également de demander aux prestataires de connecter, vous savez comme on fait dans certaines villes, des GPS pour pouvoir indiquer à quel moment ils doivent passer à tel endroit, parce qu'il y a souvent des retards compte tenu du fait des embouteillages dans la commune. Donc voilà, il y aura sûrement quelques petits coûts supplémentaires, mais ce n'est pas pour cette année, ce sera pour le futur. Mais enfin, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait une pérennité dans le transport. Vous avez déjà répondu et rassuré en nous indiquant que l'objectif, c'était de développer les transports et pas de les supprimer. Donc c'est un discours que j'entends et qui rassure. Ouais. Non, mais on a en effet échangé cette semaine et on comprend bien. Je vous ai répondu. En fait, les analyses de nos avocats, en effet, même si elles n'utilisent pas toujours les mêmes termes, convergent, et qu'il y a sur la phase 2, qui sera la phase plus opérationnelle, possibilité, bien entendu, que la commune puisse garder la main sur l'opérationnel. Je vous avais envoyé les conclusions de nos avocats, que j'ai envoyées aussi à M. Bonin. Oui, je l'ai transféré au service. Donc, ça évite de dépenser des sous. Simplement, effectivement, reprendre exactement les mêmes termes que Serge Kubrick, le maire de La Tranche, bien évidemment. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est effectivement l'intérêt général. Hein. On est donc dans un processus d'intérêt commun pour tous. Et je pense que la nécessité d'avoir cette compétence, c'est effectivement que nos services puissent au contraire être beaucoup plus cohérents dans les années qui viennent. Et grâce au versement mobilité, hein, donc c'est ce qu'on appelle la VM, la fameuse taxe, ça permettra effectivement à la communauté de communes ensuite de pouvoir avoir des moyens
et des financements qui permettent justement d'évoluer dans le cadre de la mobilité. Et pour tout le territoire, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. La vision de la ville de Luçon, bien sûr, c'est d'être associé à cette démarche, de pouvoir aussi avoir l'assurance du maintien du service sur la commune, et puis aussi d'augmenter l'offre, comme le disait Serge à l'instant, sur nos collectivités réciproques. Voilà, donc après, on ne peut effectivement que cautionner le fait de pouvoir s'adjoindre cette nouvelle compétence au sein de la communauté de communes. Merci. Dominique Bollin l'a abordé là sur le versement en mobilité qui pourrait un jour se mettre en place. En effet, c'est bien un versement qui est capté si toutefois ça se met en place auprès des entreprises avec un taux qui est figé. Et cette taxe, si un jour elle était perçue, doit obligatoirement être affectée à la mobilité. Voilà. C'est mettre des actions nouvelles au service de la mobilité. Voilà. On n'est pas encore sur ce champ-là aujourd'hui, mais en effet, c'est une possibilité écrite dans la loi. Juste pour rappel, la prise de compétences mobilité, les services concernés seraient donc tout de même la Luciole et le Funbus, mais dans la phase 1, avec ensuite des conventions rédigées avec les communes. Ce qui est service Aléop resterait dans le giron de la région, ainsi que les transports scolaires. Ensuite, il y avait quelques autres points à trancher, mais qui sont plus à la marge, puisque c'est sur les bornes de recharge, les abribus. Mais voilà, ce qui est important de savoir, c'est que ce qui est exercé aujourd'hui par la région resterait par la région, et que nous, on serait plutôt sur du service complémentaire. Est-ce que vous avez au moins des questions sur cette première partie avant que je passe sur la partie modification de statut qui sont évidemment dans la même délibération? Vous avez besoin d'éclaircissement? Non? Donc, je poursuis du coup sur cette délibération qui concerne une modification de statut. D'une part, si on prend pour la prise de compétences, organisation de mobilité, puisque comme on vient de le décrire, et puis d'autre part, sur une mise à jour de statut. En effet, la loi Engagement et Proximité de 2019 a supprimé la catégorie des compétences optionnelles. Il existe à ce jour 2 catégories de compétences, qui sont donc les compétences obligatoires et les compétences supplémentaires, qui, elles, se déclinent en 2 sous-groupes. Compétences pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire et autres compétences. D'autre part, au regard des dispositions de l'article L. 5214.16, la compétence eau, qui était auparavant une compétence optionnelle, est dorénavant classée dans la catégorie des compétences obligatoires au 7e rang. Je vais donc vous lire le cartouche. Il vous est proposé de modifier la rédaction des statuts pour se conformer aux dispositions de l'article L. 5214.16 du CGCT, modifié par la loi numéro 2019-14-28 du 24 décembre 2019, et permettre ainsi le classement des compétences en 2 catégories de compétences obligatoires et supplémentaires, et d'effectuer le changement de catégorie de la compétence eau. De délibérer en faveur d'un transfert de la compétence organisation de la mobilité des communes vers la communauté de communes Sud-Vendée Littoral à compter du 1er juillet 2021. De laisser à la région des Pays de la Loire l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire qu'elle assure actuellement sur son ressort territorial. De se prononcer en faveur du projet de nouveau statut de la communauté joint à la présente délibération, de m'autoriser à notifier la présente délibération et le projet de statut annexé aux 44 communes membres de la communauté et de les inviter à délibérer et à leur préciser que, sans réponse de leur part, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du Conseil communautaire, leur décision sera réputée favorable. De m'autoriser de manière générale à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je vais mettre donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie sincèrement d'avoir validé cette compétence. D'abord parce que dans un premier temps, elle ne nous contraint pas, elle nous permet juste d'offrir un autre service, de progresser à notre rythme, c'est aussi important, mais ça répond à des enjeux forts de notre territoire. Et comme mon collègue, je remercie les services qui ont beaucoup travaillé dans un délai extrêmement contraint
pour répondre à toutes les questions que soulevait cette question de compétences. Donc je vous remercie et je passe la parole à mon voisin sur le budget. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une série de délibérations concernant des subventions, et la première d'entre elles concerne donc l'Office de tourisme de la Tranche-sur-Mer, la SPL Office de tourisme de la Tranche-sur-Mer, qui souhaite donc organiser, comme traditionnellement, les vélos régalades au mois de juin prochain. Et donc pour ce faire, elle nous sollicite pour un montant de 1 960 € pour cette année 2021. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette subvention? Pas de questions, je mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Parfait, merci. La suivante concerne la SPL, Société publique locale Sud-Vendée Tourisme. Donc, dans le cadre du budget, on avait fléché le montant de 765 000 € pour l'année 2021. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de respecter ce montant, à savoir d'allouer donc une subvention de 765 000 € pour la SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je le mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Parfait, merci. La suivante concerne l'Office socio-éducatif de Nalliers. Donc là encore, on est sur un montant supérieur à 23 000 €. Et donc, on a bien sûr une convention d'objectifs fixée qui figure aux annexes du Conseil de ce soir. Donc, on vous rappelle effectivement que l'OSE de Nalliers œuvre dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse, le soutien à la parentalité. Et donc, contrairement à ce qu'on pratiquait antérieurement, on vous propose de délibérer pour les 3 prochaines années pour permettre en fait une meilleure lisibilité à l'association, enfin à l'office en tout cas. Et on fera de même si vous êtes d'accord pour le campus situé sur Luçon, la ville de Luçon. Donc là, du coup, le montant maximum qu'on a l'habitude d'allouer, c'est 81 100 €. Donc on vous propose là encore de reconduire ce montant et donc de le voter pour les années 2021, 2022 et 2023. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. La suivante, c'est le campus justement Espace Jeunes dont je viens de parler. Là encore, on est sur un montant supérieur à 23 000 €. On a une convention d'objectifs là encore. Donc l'espace Jeunes Campus, vous le savez, c'est une structure d'accueil, d'écoute et d'animation pour la prévention des jeunes de 11 à 25 ans. Et donc le montant de la subvention, qui là encore, si vous êtes favorable, serait alloué sur 3 années, là encore pour une meilleure lisibilité pour l'association. Donc ce serait 30 000 € pour donc l'exercice 2021, 2022 et 2023. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je le mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Parfait, merci. La suivante concerne le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale. Comme les années antérieures, on vous propose donc d'allouer une subvention. Et pour cette année, le montant, là encore fléché au budget, est de 57 341 €. Des questions par rapport à cette subvention? Pas de questions, je le mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Et enfin, la dernière délibération concernant les subventions, c'est la mission locale Sud-Vendée. Donc on vous rappelle que la mission locale Sud-Vendée est une structure qui organise la fonction d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes de 16 à 25 ans dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Le montant de la subvention, c'est habituellement, et c'est ce qui vous est demandé cette année, 95 centimes par habitant, ce qui ferait donc un montant de subvention de 53 556 € pour l'année 2021, si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je le mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Parfait, merci. Alors, la délibération suivante concerne le vote des... Pardon, oh, excuse-moi. Tu t'abstiens, oui, oui. Oui, Magali. Vous ne prenez pas part au vote? Oui. Merci de la précision, qui est importante, effectivement. Yveline Thibault aussi. Oui, on aura du coup deux personnes qui ne prennent pas part au vote, donc Magali Groslo et Yveline Thibault. Oui. Très bien, je continue. Donc le vote des taux. Pour cette année, on vous rappelle qu'effectivement, nous n'avons la main que sur la CFE, la cotisation foncière des entreprises, sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti.
Donc du coup, concernant, vous savez, la taxe d'habitation sur résidence principale, il n'y a plus de vote possible. Et pour la taxe d'habitation sur résidence secondaire, le taux est gelé jusqu'en 2023. Donc, ce qui vous est proposé, et c'est ce qu'on avait vu dans le cadre du débat d'orientation budgétaire et dans le cadre du vote du budget, c'est de maintenir les taux tels qu'ils étaient sur les années antérieures, à savoir 24,97 pour celui de la CFE, pas de taux sur le foncier bâti, pas de prélèvement sur le foncier bâti, et donc 1,93 sur le foncier non bâti. Des questions? Pas de questions. Je le mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Parfait, merci. Et enfin, dernière délibération concerne donc, pour ce qui me concerne, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, puisque sur l'ex-pays de Saint-Hermine et l'ex-pays né de la mer, vous le savez, on est encore à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant harmonisation en 2024, soit à la tome, soit à la rome. Et ce qui vous est proposé là encore, c'est de maintenir les taux votés initialement avec les zonages qu'on vous indique, les 7 zonages différents qui vous sont donc proposés dans le cadre de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Excusez-moi, je reviens sur le point 4. Il faudrait noter que je ne vote pas. Oui. Que je suis président. Je suis président. Oui. Oui, exact. C'est On mieux, va le noter. effectivement. Oui. Oui. C'est noté. Concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le vote des taux, des questions? Pas de questions? À ce moment-là, je mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Parfait, merci. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant qui est sur le service ADS. Excuse-moi, je viens de penser que le point 5, pareil, je ne vote pas. Pour le point 5, je ne peux pas voter. Ah d'accord, ok, d'accord. Lui et puis les administrateurs à ce moment-là. Béatrice, les administrateurs également. Ah bah oui, du coup, les administrateurs aussi, oui. Oui. Donc les administrateurs qui sont présents. Okay. Pour la tranche sur mer également. Bah, en fait, on va considérer dans ces cas-là que les 3 représentants de la tranche sur mer ne votent pas. Voilà. Et puis nous aussi sur les administrateurs sur la SPL. Ouais. D'accord. Ok. C'est mieux avec le président Myriam Garot. Donc je passe la parole à Dominique pour. On est sur le service commun d'autorisation des droits des sols. Merci Madame la Présidente. Oui, alors déjà rappeler que le service commun d'autorisation des droits des sols, donc ce qu'on appelle communément ADS, a été créé en 2017 par la communauté de communes. Donc il instruit bien sûr pour le compte des communes les actes que vous connaissez, que ce soit le permis de construire, la déclaration préalable, permis d'aménager, permis de démolir et certificat d'urbanisme. Il y a 41 communes de la communauté de communes qui ont adhéré à ce service. La commune de la Tranche-sur-Mer disposant de son propre service ADS et l'instruction des communes de Moreil et Saint-Martin-de-Lard en Saint-Hermine qui n'ont jamais eu de document d'urbanisme et ont toujours été soumises au règlement donc RNU qui donc relève de la DDTM. Ça c'est pour l'information. Le service ADS aujourd'hui sur la collectivité donc représente 5 agents dont un chef de service et un agent d'accueil. Le territoire de la communauté de communes est couvert par plusieurs types de documents d'urbanisme, donc le PLU, la carte communale, le règlement national d'urbanisme. Également, le territoire de la communauté de communes est couvert par plusieurs plans de prévention qui doivent impérativement être pris en compte par ce service d'instructeur. La progression de l'activité depuis 2017 s'accentue en permanence. On ne va pas s'en plaindre d'ailleurs. Elle augmente environ elle a augmenté de 17% depuis 2017, sans variation des effectifs. Et à ce jour, le service travaille vraiment à flux tendu, car les délais d'instruction sont extrêmement réduits. Cette situation récurrente est également à se rapprocher du phénomène de turnover très important au sein des équipes, malheureusement, qui, justement, du fait de ce flux tendu, ont vu partir des agents, malheureusement 5 agents depuis 2017, qui, heureusement, ont été renouvelés. Donc, comprenez bien que face à cette situation, il nous paraît nécessaire qu'un 5e recrutement soit fait. Et d'ailleurs, on l'avait voté au budget donc, prévisionnel donc, de 2021.
Voilà. Simplement pour vous situer un petit peu les éléments financiers. Aujourd'hui, en charge de fonctionnement, enfin en dépenses de fonctionnement, nous sommes environ à 253 000 €, alors qu'en recettes de fonctionnement, donc par l'apport donc de facturation des communes, nous avons 93 000 €, soit un reste à charge à la communauté de communes de 160 000 € pour ce service qui est, je le rappelle, un service commun, donc qui théoriquement devrait, on peut le penser, devrait s'équilibrer. Voilà, enfin, c'est pas, on peut le dire d'ailleurs. Voilà, donc l'exécution budgétaire de 2020, en fait, laisse apparaître que pour les communes, la charge des communes donc, représente environ 36% de la masse globale salariale, et puis en fait, à la charge des comités de communes, bien sûr, 64%. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous propose, donc, dans les années qui viennent, un lissement, de façon à pouvoir inverser la tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de 36% des communes et puis 64% à la communauté de communes, on puisse inverser, donc, c'est-à-dire passer à 70% donc, à charge pour les communes et 30% pour la communauté de communes, de façon à pouvoir, on va dire, équilibrer effectivement cette charge. Donc ça veut dire qu'on l'a depuis 2017, nous augmentons chaque année les actes, malheureusement. Il va falloir qu'on continue encore, donc jusqu'en 2000, la projection est faite jusqu'en 2024. De façon à ce qu'en 2024, voilà, on arrive effectivement plus ou moins à équilibrer ce service, tout en ayant un recrutement supplémentaire, donc dès cette année, si cela est possible, et si on arrive à trouver effectivement un agent qui puisse venir sur la communauté de communes. Donc c'est pour ça que vous avez le tableau ci-joint, donc avec aujourd'hui, pour les actes en certificat d'urbanisme, on passerait de 24 € à 30 € pour 2021, 24 € en 2020, 30 € en 2021, permis de démolir de 48 à 59, déclaration préalable de 42 à 52, permis de construire de 60 à 74, permis d'aménager de 72 à 89, permis d'aménager simple de 42 à 52, modification de permis de construire de 42 à 52 et modification du permis d'aménager de 42 à 52. Voilà donc le contenu de cette délibération. On vous demande donc d'adopter ces tarifs présentés ci-dessus. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Non. Ça semble limpide. Très bien. Écoutez, on va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Hop, merci. Bien, 13e délibération, donc passation d'une convention d'études avec l'établissement public foncier de la Vendée pour la commune de Nallier. Donc c'est une autorisation de signature. La commune de Nallier a sollicité l'intervention de l'EPF donc pour une mission foncière. Comme vous le savez maintenant, donc les conventions sont tripartites, EPF, communauté de communes et la commune. Le projet de convention concerne la commune de Nallier qui prévoit la réalisation d'une mission d'acquisition foncière et le portage foncier sur le secteur des petites puces. Vous connaissez tous ce magasin qui n'est pas rentré une fois à l'intérieur. Enfin, je pense que tous les Vendéens y sont allés. Donc le périmètre d'intervention est fixé donc, dans l'article de la convention jointe sur une superficie de 5 940 m². Il est précisé que les parcelles sont situées en zone UE, U et 2AU au plan local d'urbanisme de la commune. Donc on vous demande de valider la passation de la convention tripartite et d'autoriser la présidente à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Avez-vous des remarques? Bruno, tu veux peut-être intervenir? Non? Non. Okay. Pas de remarques particulières, donc on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité, on vous en remercie. Donc passation maintenant d'une convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain. Autorisation de signature, une nouvelle fois. Donc le programme Petite Ville de demain, comme vous le savez, vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité des fonctions de centralité et celles qui présentent bien sûr des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leur projet de territoire pour conforter leur statut de ville dynamique. C'est dans la continuité de l'action Cœur de Ville, sur laquelle, sur la Vendée, nous avions donc 2 communes qui avaient été éligibles, la commune de La Roche-sur-Yon et celle de Fontenay-le-Comte.
Donc, dans cette continuité, donc, ce programme constitue un outil de relance au service de territoire. Il ambitionne de répondre à l'émergence de nouvelles problématiques sociales et économiques et de participer à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d'accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local, contribuant aux objectifs de développement durable. Sur la Vendée, pour information, donc, il y a 21 communes qui sont éligibles, qui ont été éligibles, ouais, et donc, c'est ça, dont 2 sur la communauté de communes, donc la commune de Luçon et celle de Mareuil-sur-Lay. Alors, donc, il traduit ce dispositif, la volonté de l'État à donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de territoire et de simplifier l'accès aux aides de toute nature et de valoriser l'échange d'expériences et le partage des bonnes pratiques entre les parties prenantes. La nécessité aussi de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par les programmes Petites Villes de demain appelle à l'intervention coordonnée de l'ensemble des acteurs pour répondre à ces ambitions. Petites Villes de demain est un cadre d'action consenti pour accueillir toute forme de contribution au-delà de celle de l'État, des partenaires financiers, du programme, donc les ministères, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc l'ANCT, la Banque des territoires, l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, le CEREMA, l'Agence de transition donc, écologique, l'ADEME. Le programme piloté par l'ANCT est déployé sur l'ensemble du territoire sur une période de 6 ans, donc de 2020 à 2026, et il est décliné et adapté localement. Il y a 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est un appui global donc en ingénierie, hein, par le biais d'un financement à 75% d'un chef de projet, donc Petite Ville de demain. Donc c'est un recrutement qui doit être fait, un personnel de catégorie A. Ce personnel, donc, si vous l'avez dans les... Alors oui, pardon, mais c'est en dessous, je ne l'avais pas vu. Des outils d'expertise sectorielle sur l'ensemble des champs nécessaires à la revitalisation des centralités et un accès au réseau professionnel étendu au travers du club des petites villes de demain. Donc, comme je vous le disais, il y a donc en Vendée 21 villes, dont sur notre territoire Luçon, Mareuil-sur-Lay. Pour les dispositions, donc, il y a une signature d'une convention d'adhésion qui est obligatoire, qui est à faire avant le 31 mars. La convention d'adhésion, vous l'avez sur table, elle vous a été transmise. Pardon, vous l'avez en annexe, oui, excusez-moi. On est tous les deux à l'avoir sur table, oui, il y a eu une petite modification. Oui, parce qu'il y a des modifications, donc vous l'avez en annexe, pardon. C'est la convention type que vous avez, pardon. Oui. Sachant que cette convention d'adhésion sera signée le 31 mars, donc la semaine prochaine. Le 25. Pourquoi je dis 31 ? Le 25. Le 25 mars, donc au siège de la communauté de communes, hein, donc la semaine prochaine en présence du préfet. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un recrutement d'un chef de projet. Hein, ce recrutement sera donc assuré par la ville de Luçon, avec une prise en charge financière du coût résiduel, parce qu'on vous a dit il est pris en charge de 75% par l'État. Donc, coût résiduel 10% pour la communauté de communes, 10% pour la ville de Luçon et 5% pour la commune de Mareuil-sur-Lay. La signature de la convention cadre, qui interviendra dans les 18 mois, hein, aura naissance pour ce qu'on appelle une opération ORT, donc opération de revitalisation du territoire. Voilà, donc il vous est demandé d'affirmer l'engagement donc de la communauté de communes donc dans ce programme Petite Ville de demain aux côtés de la ville de Luçon et celle de Mareuil-sur-Lay, de donner accord pour que Madame la Présidente engage toutes les démarches et d'autoriser donc à signer la convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain. Y a-t-il des questions, des observations ? Juste, si je peux me permettre, oui, Dominique, juste préciser que c'est, à mon sens, une véritable plus-value. Alors, à l'échelle de la France, il y a 1000 binômes communes interco. Je pense que c'est une véritable plus-value pour notre territoire qu'il y ait 2 communes qui étaient retenues pour ce programme. Parce qu'au-delà de ça, c'est évidemment l'ensemble de la communauté de communes qui va en récolter les fruits. Ça se veut être un véritable accélérateur des projets qui sont portés plutôt sur les secteurs plus ruraux. Voilà, donc je tenais à affirmer la position de la communauté de communes. C'est une plus-value pour l'ensemble qui rayonnera sur l'ensemble de notre territoire, à mon sens. Surtout dans le cadre de l'ORT, après, dans 18 mois, effectivement, parce que après, on sera bien sûr aussi à l'échelon de la communauté de communes, c'est-à-dire que dans des projets qui pourraient avoir lieu dans des communes, eh bien, ce dispositif pourra aussi s'y insérer
normalement. C'est pas figé, C'est ça nous inscrit. a bien été C'est expliqué. inscrit Ça, on historiquement. a franchement insisté Voilà. pour savoir c'était vraiment comment est-ce que ça allait se décliner. On n'a pas toutes les clés, mais on a l'assurance que ça va se décliner à l'échelon Ce sera bien. intercommunal. Voilà. Pas de remarques, non. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Et nous continuons. Je passe la parole à Bruno Fabre. Merci, bonsoir. On a quelques emprises à céder. Donc la première, ça concerne Attibel. En fait, c'est une régularisation de l'emprise foncière. Ça se passe au Vendéopole. En fait, Attibel a dépassé un peu sur ce qu'ils avaient acheté à l'époque. Et ce que l'on propose ce soir, c'est régulariser la taille de ce qu'ils ont, de l'emprise qu'ils ont pris, qui n'était pas leur propriété. En fait, on parle de 1335 mètres carrés. Il faut leur faire une division parcellaire qui sera à la charge d'Attibel, bien évidemment. Le prix que l'on propose est de 5 € le mètre carré. Pourquoi? Parce qu'on prend en compte le fait qu'il y a eu une erreur au départ qui n'est pas volontaire. Et deuxièmement, cette emprise est sur un usage actuel qui est un espace vert. Donc on propose le prix de 5 €, sachant que le domaine avait proposé 11,99 €. Voilà. Il est donc proposé aux membres de conseil de céder cette emprise de 1335 mètres carrés à Attibel au prix de 5 €, d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte notarié, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter. Y a-t-il des questions? Non. On va procéder au vote. Quelqu'un est contre? Des abstentions? Non. Merci. La deuxième session concerne la société, c'est Monsieur Dupuis pour le panier gourmand. Ça se situe à Saint-Radégonde. Le panier gourmand est donc une société qui vend des fruits et légumes sur des marchés et aussi chez des grossistes. C'est une société qui est en croissance et qui a donc besoin de s'étendre. Les domaines proposent un prix de 8,50 € le mètre carré, ce qui ferait 4 850 € pour cette parcelle. Nous proposons de la céder comme les autres parcelles et comme ce que l'on a fait récemment à 9,50 € le mètre carré. Voilà. Et bien entendu, ce prix prend en compte les coûts de transfert et donc c'est une opération qui est blanche pour la communauté de communes. Donc il est proposé aux membres du conseil communautaire de céder cette parcelle d'une superficie de 570 mètres carrés, moyennant le prix de 9,50 €, d'autoriser Madame la Présidente à signer et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter éventuellement. Des questions, des remarques? Non. Procéder aux ventes. Quelqu'un est contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Troisième, c'est Grand Moulin sur la commune Mareil-sur-le-Lay. On avait déjà fait 2 autres opérations récemment sur le même endroit. Là, en l'occurrence, c'est Monsieur Delemot, une société, vous avez probablement vu ces distributeurs de pizza où on va se servir. Il voudrait acheter une parcelle de 2897 mètres carrés, donc sur la commune de Mareil-sur-Lay. France Domaine a fixé le prix à 7 € le mètre carré. Monsieur Lemot, en fait, voudrait y mettre sa société donc, de fabrication de pizza et aussi le laboratoire de fabrication et aussi créer des locaux pour être loués. On vous propose de vendre ça à 6 € hors taxe le mètre carré. En fait, on reprend le prix que l'on avait fait, si vous vous souvenez, ça fait 2 ou 3 mois, à 2 autres sociétés sur le même lieu qui étaient MAV et Plombéo. Des questions? 6,50 € le mètre carré, oui. 6, mais c'était 6,50. Ah, 6,50, oui, pardon. Donc,
Des remarques, des questions? Non. Donc, on vous propose aux membres du conseil communautaire de céder la parcelle moyennant le prix de 6,50 € pour les 2897 mètres carrés, d'autoriser Madame la Présidente à signer, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter. Des questions, des remarques? Donc on va procéder au vote. Quelqu'un est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Quatrième, donc, c'est la vente d'un l'ensemble immobilier sur la zone d'activité économique La Delphine, donc juste à côté, sur la commune de Saint-Michel-en-Lerme. Il s'agit de Monsieur Gorichon, qui donc c'est la société Gorichon Paysagiste, qui veut acheter sur la zone artisanale 3 locaux et à l'extérieur et sur l'arrière du bâtiment d'une station de lavage, d'un préau, le tout situé donc sur cette zone d'activité économique, comme je viens de l'indiquer. France Domaine proposait un prix de 122 400 hors taxe si la vente se réalisait en un seul lot. Alors le lot se compose plus précisément d'un local carré de 198 mètres carrés, abritant actuellement un atelier communautaire, et 2 autres locaux rectangulaires de 60 et 47 mètres carrés. C'est ce qu'on appelle les box 1, formant un L et servant de lieu de stockage pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Il y a 3 autres box, 2, 3 et 4, qui ne sont pas inclus dans la présente vente. La superficie totale est de 2056 mètres carrés, l'emprise d'environ 1720 mètres carrés, à borner et à détacher de la dite parcelle. Monsieur Gorichon ou toute personne qui voudrait acheter ce lot au prix que l'on propose de 112 000 € hors taxe. Des questions, des remarques? Donc on propose aux membres du Conseil de céder l'ensemble immobilier tel que défini ci-dessus au prix de 112 000 € hors taxe, d'autoriser Madame la Présidente à signer, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter. On va procéder donc au vote. Quelqu'un est contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, nous passons au point suivant. Et je passe la parole à Pierre Careil. Ok, oui, en effet, il s'agit ce soir c'est une convention avec Trivalis qui vous est proposée. Donc, c'est un renouvellement dans des formes un peu nouvelles pour des raisons comptables, mais ce groupement de commandes pour des composteurs date de 2005 déjà, donc ce n'est pas nouveau. La nouveauté peut-être qu'il faut souligner, c'est que la loi AGEC, qui elle est récente, a décidé de la généralisation du tri à la source des biodéchets en 2024. Et donc, les composteurs, qu'ils soient individuels ou collectifs, doivent contribuer à ce tri à la source pour éviter qu'il ne soit en effet exporté, transporté et éventuellement mis à l'enfouissement. Voilà. Donc ça, ce marché n'est pas nouveau. Au niveau de la communauté de communes, c'est un marché pour 4 ans. Donc, c'est intéressant que vous sachiez qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière pour nous. Concrètement, Sud-Vendée Littoral a commandé, dans ce cadre de nouveau marché, 1300 composteurs sur 4 ans. Donc, ça fait entre 400 par an maximum. Donc, moitié en bois, moitié en plastique. Le bois est de plus en plus demandé. Et puis également 1600 bioseaux. Des seaux qu'on a dans la cuisine pour stocker provisoirement et transporter ensuite dans le composteur. Voilà, un peu l'envergure que ça représente pour notre communauté de communes. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas vous relire tout le détail. C'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a des questions sur ce renouvellement de convention et de marché, donc de groupement de commandes? Voilà, donc qui est contre cette convention avec Trivalis? Qui s'abstient? Bon, je considère que tout le monde est d'accord, merci à vous.
Voilà. Et je vous propose, je continue, voilà, une convention, alors toujours avec Trivalis, pour l'ouverture des 2 centres de transfert où les camions bennes, donc les camions de collecte de notre communauté de communes, vont décharger. Donc nous avons 2 sites, à Angles d'une part et à Mouzeuil-Saint-Martin d'autre part. Et donc pour des questions d'organisation du travail pour les agents de collecte, nous avons demandé l'ouverture de ces sites pour éviter que les agents travaillent les week-ends. En fait, il y a 7 jours cette année, en 2021, concernés, 7 jours fériés, sachant que bien sûr Noël, 1er mai et 1er janvier sont exclus, bien sûr. Voilà. Donc, comme ces centres de transfert sont gérés par des prestataires, pour les ouvrir, il faut faire un avenant au marché avec eux. Et bien sûr, ce n'est pas gratuit. Et donc, nous sommes sur la base de 717 € par jour et par centre de transfert. Voilà. Ça donne de la souplesse à l'organisation du travail et donc de gérer la collecte dans de meilleures conditions. Est-ce qu'il y a des questions autour de cette délibération? Voilà, donc qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Merci à vous pour l'unanimité. Voilà. Merci Pierre. Alors, la délibération suivante, elle a pour trait la conclusion d'une convention d'accueil de collaborateurs occasionnels dans le cadre d'un projet d'inclusion d'adultes en situation de handicap. Et ce serait avec donc la fondation OVE, dont une des résidences, le foyer d'accueil médicalisé d'Amiens-Seguin, se situe sur la commune de Luçon. C'est un partenariat qui existe déjà et qui a été initié par la médiathèque de Luçon dans le cadre de ses missions de lecture publique. Donc, il y avait l'organisation d'une journée, de sensibilisation à l'autisme en février 2020, et puis la réalisation aussi d'une exposition photographique. L'idée, c'est de pouvoir développer ce projet d'inclusion sociale d'adultes en situation de handicap dans l'un des services dont des tâches sont compatibles, bien entendu, avec ce public. On a un service pour lequel ce serait tout à fait possible, qui est le service archives, qui est essentiellement mobilisé sur les réalisations réglementaires des fonds clos des anciennes communautés de communes, suite donc à la fusion. Du coup, on a échangé donc avec les professionnels de la fondation OVE et il est apparu que certaines tâches peuvent être confiées à des adultes en situation de handicap, le pliage des boîtes à archives, recopier les cotations définitives, l'identification des éliminations. C'est ainsi que naît et qu'on vous propose ce projet d'inclusion, puisqu'il concernerait 2 adultes par session d'activité qui viendraient sur le site de Saint-Hermine, accompagnés obligatoirement par un éducateur, 1 fois par semaine à date fixe, pour, pendant plus d'1 heure, effectuer des tâches telles que celles que je viens de vous citer. Donc, du coup, pour formaliser ce projet, il convient de rédiger une convention d'accueil entre l'association OVE et nous. Et cette convention, elle serait prévue pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2021. Il vous est donc proposé d'approuver le projet d'inclusion sociale d'adultes en situation de handicap et leur collaboration temporaire dans le service archives de la communauté de communes pour la réalisation de fonds clos et de m'autoriser à conclure la convention d'accueil des collaborateurs occasionnels avec le foyer d'accueil médicalisé de la fondation OVE pour cette activité et dans les conditions administratives, techniques et financières présentées ainsi, c'est-à-dire que ce serait de toute façon à titre gratuit. Y a-t-il des questions, des observations? Voilà. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie beaucoup. Et la dernière délibération, elle concerne une modification du tableau des emplois. Donc, suite au départ de responsable urbanisme, le candidat retenu sera positionné sur le grade d'attaché à temps complet.
Ensuite, il convient de pérenniser un poste d'agent d'entretien sur le grade d'adjoint technique à temps non complet pour assurer l'entretien de la LSH de Trieste, donc 0,25 ETP. Et puis, pour assurer le remplacement du technicien SPANC, le candidat retenu sera positionné sur le grade d'adjoint technique. Il vous est donc proposé d'autoriser la création des grades cités ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs actualisé tel qu'il était joint en annexe et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. J'en ai terminé avec les délibérations. Y a-t-il des demandes particulières? Non. Bien, écoutez, s'il n'y a rien, je clôt ce conseil communautaire et je vous remercie. Bonne soirée.